Strasbourg à la session parlementaire. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Dans l'actualité, tout d'abord des questions européennes pour France 2. Madame Tesson. Oui, absolument, voilà. absolument. Madame Tesson, nous parlons bien de l'Europe. Alors, Cologne et le terrorisme sexuel, ça a été une soirée assez cataclysmique pour un certain nombre de jeunes femmes, plusieurs centaines de jeunes femmes. Qu'est-ce qui s'est passé à Cologne, Bruno Gollnisch? Responsable, coupable, on peut en parler aujourd'hui? Oui, mais je crois que l'Allemagne découvre que le monde n'est pas un monde de bisounours et que dans les réfugiés, il y a sans doute de vraies détresses. Je pense aux chrétiens d'Orient sur lesquels je m'exprimais encore hier dans cette enceinte, abominablement chassés de leur maison, tués, massacrés, crucifiés, les enfants contraints d'assister aux décapitations, etc. Qu'il faut accueillir. Alors, les migrants sont-ils responsables de tout cela? Mais il y a dans le lot un flot de gens venus d'un peu partout dans le monde qui se sont dit que l'occasion était bonne, puisque pratiquement Mme Merkel avait déclaré les frontières ouvertes. Et là-dedans, il y a évidemment un certain nombre de prédateurs et qui se sont manifestés particulièrement à Cologne. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit les nouveaux arrivés qui soient les plus agressifs, mais en tout cas des gens qui ont parfaitement compris que les sociétés occidentales étaient décadentes, qu'elles ne se protégeaient plus, qu'elles ne protégeaient plus leurs femmes et qui se sont comportés à leur égard d'une façon bestiale. Ça a été très grave, parce qu'il y a eu des agressions physiques, il y a eu des viols, il y a eu... C'est assez nouveau, ça ne se passe pas souvent quand même. Et tout ça de façon collective. Si, c'est pas nouveau du tout. Par exemple, il y a régulièrement des agressions sexuelles, par exemple en Grande-Bretagne, qui sont une omerta totale. On n'en parle pas ou très peu. Il y a même des enlèvements. Il y a ce que les Anglais appellent abduction, c'est pas, qui à la fois l'enlèvement, le viol, l'agression. Bon, ces cas sont extrêmement nombreux. Je ne prétends pas du tout que ce soit le fait, bien sûr, de tous les réfugiés. Mais ce que j'affirme, c'est que ça donne évidemment de ce problème une dimension qui n'est pas purement humanitaire et qui ne se pose pas simplement en termes de relocation. Ce qu'on appelle la relocation, c'est pas de créer les conditions qui vont leur permettre de regagner leur pays d'origine, c'est de les dispatcher à travers toute l'Europe, une Europe de l'Est d'ailleurs qui ne se montre pas très désireuse de les accueillir. Voilà. Autre problématique traitée par le Parlement européen, les relations avec la Pologne. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la démocratie en Pologne, le nouveau gouvernement est critiqué, le gouvernement de conservateurs, ce sont vos amis, vous êtes proche de ce gouvernement de... Non, moi je n'étais pas spécialement proche de cette formation Droit et Justice, le PIS, qui est un parti plutôt droitier, plutôt conservateur, effectivement, dans lequel j'ai quelques relations cordiales, bien évidemment, et qui a gagné les élections, et donc formé un nouveau gouvernement, et qui a modifié, fort heureusement d'ailleurs, 2 ou 3 choses, parce que la plateforme de gauche et d'extrême gauche qui gouvernait et qui a été désavouée par le peuple polonais, avait meublé le Conseil constitutionnel polonais de 14 membres sur 15, de façon à pouvoir bloquer toute évolution législative. Et d'autre part, avait évincé, quand elle était arrivée au pouvoir, toutes sortes de journalistes. La liste est impressionnante, une vingtaine ou une trentaine de journalistes du service public qui ne lui convenaient pas. Très logiquement, les gens du PIS ont modifié la législation pour permettre une modification du Conseil constitutionnel de telle sorte qu'il soit nommé quand même, tout en faisant une place importante à l'opposition, en partie par les gens de leur sensibilité. Ils nomment les responsables de leur audiovisuel et également, public. la législation sur l'audiovisuel public a été changée dans un sens qui ressemble tout à fait à celui de la France. Et puis, ils ont exigé la réintégration d'un certain nombre de journalistes qui avaient été exclus. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec la tartufferie qui caractérise la majorité de ce Parlement européen, qui ne s'était jamais ému des atteintes aux libertés publiques, aux droits fondamentaux du gouvernement de gauche et d'extrême gauche, tombe à bras raccourcis sur le gouvernement polonais actuel, et la première ministre, première ministresse, je ne sais pas comment il faut dire, pour faire plaisir aux féministes. Le Premier ministre, qui est une dame. On le sent bien que vous voulez le lire comme ça. Le Premier ministre, qui est une dame, est venu
en quelque sorte convoquée par le Parlement européen. Elle a dit quand même du bout des lèvres, et beaucoup d'orateurs ont dit que c'était un problème rigoureusement interne à la Pologne. L'Union européenne invoque l'état de droit, les valeurs communes, pour s'immiscer dans les affaires de ce pays, comme elle s'était immiscée hier dans les affaires de la Hongrie. Mais les députés hongrois sont membres du groupe PPE, qui est le groupe le plus important de ce Parlement. Alors leurs collègues du groupe PPE les protégeaient en quelque sorte, ce qui a valu à M. Orban de s'en tirer à peu près bien. Les Polonais dont nous parlons sont membres d'un groupe beaucoup moins important qu'ils forment avec notamment les conservateurs britanniques. Alors ça, c'est déjà un peu plus sulfureux, c'est un peu eurosceptique. Et l'euroscepticisme, c'est le mal absolu, comme chacun sait. Par conséquent, la Pologne était en état d'accusation. J'ai hautement protesté, et je n'ai pas été le seul d'ailleurs, contre cette immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Mais là, on touche du doigt le fait que l'Union européenne veut réduire les nations en situation de vassalité, les placer sous tutelle. Elles n'ont plus le droit de faire ce qu'elles veulent. Et demain, d'ailleurs, ce sera le Danemark. Pourquoi ? Parce que le Danemark pratique la préférence nationale en matière d'allocation sociale et relativement aux migrants, et veut que, quand ils arrivent avec une certaine somme d'argent, ils participent aux dépenses de leur entretien. Et donc, c'est le Danemark qui va se trouver sur la sellette. On a réussi de justesse à éviter cela ce matin, mais ce n'est que partie remise. Comme me le disait d'ailleurs un député britannique, ces manœuvres absurdes, me disait-il, sont pour vous pain béni. Cela donne des arguments à vous tous qui êtes opposés à cette Union européenne, et ça favorisera sans doute peut-être la sortie de la Grande-Bretagne et la fronde des peuples et des nations qui ne veulent plus être asservis à cette organisation internationale de plus en plus boulimique de pouvoir et de plus en plus arrogante. Alors en revanche, l'industrie automobile française, prise dans le scandale des fraudes à la pollution, c'est chez Renault cette fois-ci. Oui, Vous êtes membre de la commission des transports, il y a peut-être un lien. Est-ce que vous avez entendu parler de ce sujet dans la commission des transports ? Non, pas encore. Je m'étais abstenu d'ailleurs de réactions excessives lors de l'arrivée et la survenue du scandale Volkswagen. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément qui est le fond du problème et que personne n'évoque, c'est que ces normes sont pratiquement impossibles à atteindre pour tous les constructeurs. Vous les avez pourtant votés. Ici, non, je n'ai pas tout voté, tant s'en faut. Non, mais ce Parlement... Ce Parlement, oui. Mais ce Parlement, c'est très facile, vous comprenez. Quand il y a plusieurs propositions, puis il y a des amendements qui prévoient des normes encore plus rigoureuses, mon bon monsieur, ce serait formidable si on pouvait trouver un moteur qui n'expulse aucune fumée, qui n'expulse pas une once de CO2. Ça, ce serait merveilleux. Malheureusement, ça n'existe pas. Le moteur, ça produit de l'énergie. Et l'énergie, ça a été généralement à base de combustion. Et par conséquent, dans la combustion, il y a des résidus. Alors, c'est extrêmement facile dans cette enceinte, en méconnaissance totale des problèmes industriels, de la faisabilité, de voter chaque fois des normes plus sévères. Et puis on en sort ayant la bonne conscience, nous avons protégé l'environnement, nous avons protégé la nature, les petites fleurs, les petits oiseaux. Regardez, nous sommes des législateurs admirables qui ne tiennent pas compte des réalités technologiques, c'est que ces normes sont pratiquement impossibles à atteindre, sauf à doubler ou à tripler le prix des voitures, qui est déjà, à mon avis, extrêmement élevé. Alors espérons que ça ne rajoute pas des chômeurs en plus pour François Hollande, le président de la République française, qui a lancé le grand plan anti-chômage pour terminer son quinquennat. C'est un peu curieux qu'il n'ait pas lancé au début, puisque d'après ce qu'il nous disait, sa priorité absolue, c'était justement la résorption du chômage. Donc le plan aurait dû être lancé, il aurait dû être concocté avant son élection et être lancé immédiatement après. En réalité, le gouvernement ne sait pas quoi faire. Ce gouvernement est complètement impuissant et lance un énième palliatif qui va consister à utiliser de l'argent public pour déplacer les gens de Pôle emploi à la formation. Et quand ils seront en formation, ils vont sortir des statistiques de Pôle emploi. Et ça, il suffit qu'il y ait une légère embellie de quel qu'en soit le coût, dizaines de milliers, centaines de milliers
de personnes qui sortent de cette façon artificielle des statistiques le temps de l'année électorale, et ça va permettre à M. Hollande de dire, voyez, j'ai réduit le chômage, mais la véritable raison du chômage, les véritables raisons du chômage sont, c'est vrai, l'inadéquation de la formation, mais on peut se demander à quoi sert l'éducation nationale. Les études sont de plus en plus coûteuses, elles sont de plus en plus longues, le nombre d'enseignants n'a cessé pratiquement de croître. Et les résultats sont extraordinairement médiocres. Bon, premièrement, et deuxièmement, c'est évidemment le libre-échangisme généralisé qui met l'industrie française en situation de concurrence déloyale par rapport à une grande partie du monde, mais l'euromondialisme fait que cela va encore s'aggraver et M. Hollande, il est pieds et poings liés dans cette situation. Alors, et la France avec lui, ce qui est plus grave. Est-ce que ces situations économiques, sociales sont à même pour expliquer la baisse de la natalité en France? On revient en dessous du seuil de 2 enfants, on est passé à moins de 2 enfants par femme. C'est un seuil qu'on avait dépassé depuis 2005 où il y avait l'essor de la natalité française. Vous l'expliquez quoi, par ces raisons économiques? J'ai toujours été très sceptique sur le fait que la natalité française, soi-disant, se portait bien. En réalité, je crois qu'il y a un déficit de naissance très grave dans la population, si j'ose dire, d'origine. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Les Français de souche, il paraît que l'expression est déjà monstrueuse, raciste. Enfin, moi, je crois qu'il y a des Français qui, c'est vrai quand même, sont issus d'un stock, je dirais, plus ancien que d'autres. Bon, ce qui n'empêche pas que les plus récemment arrivés peuvent être d'excellents patriotes. Tant qu'ils respectent les règles, c'est un petit peu votre credo. Intégrés à notre société. Bon, mais j'ai toujours pensé que le déficit de naissance chez les Français d'origine était important et qu'il n'était masqué que par l'effet de notre code de la nationalité. Le code de la nationalité a des plus laxismes du monde qui, en vertu du prétendu droit du sol, donne la nationalité française à des enfants qui naissent sur le sol français, même si leurs parents sont étrangers, même s'ils n'ont pas fait une option pour choisir la majorité française à leur majorité en abandonnant leur nationalité d'origine, ce qui devrait être le cas. Non, ils sont d'office considérés comme français. Et dans ces conditions, c'est en réalité des naissances peut-être françaises légalement, mais d'origine étrangère, qui masquaient ce déficit. Et bien maintenant, ça ne suffit plus à le masquer. C'est une situation extrêmement préoccupante. Les véritables inquiétudes que l'on doit concevoir pour l'avenir de la France, bien plus que le terrorisme, parce que le terrorisme c'est très grave, bien sûr. Le terrorisme, ça peut tuer quelques dizaines, quelques centaines de personnes, mais le terrorisme ne pourra pas tuer la France. En revanche, le déficit démographique, il peut tuer la France. Il peut favoriser la substitution de diverses populations à la population d'origine et aggraver en quelque sorte cette situation qui fait qu'une société multiculturelle est généralement une société multiconflictuelle. Vous me parliez de nationalité, alors la suppression pour les binationaux terroristes, la déchéance de la nationalité, c'est une réforme qui est proposée par le gouvernement de François Hollande. Si vous étiez parlementaire national, j'allais dire, vous la voteriez, cette déchéance? C'est une discussion que j'ai avec Jean-Marie Le Pen. Et il dit très justement que c'est de la poudre aux yeux, parce que ça va concerner 3 ou 4 cas par an maximum. Et quand la gauche dit que la gauche hostile à ce projet gouvernemental dit que ça ne sera pas dissuasif, elle a sans doute raison, ça ne décidera pas les fanatiques, surtout évidemment ceux qui sont prêts au suicide pour le plaisir, si j'ose dire, de tuer un certain nombre de victimes innocentes. Hein. Moi je l'aurais voté quand même parce que je suis partisan de l'extension de cette déchéance aux doubles nationaux qui commettent des crimes et des délits, pas simplement le terrorisme. Pas simplement le terrorisme. J'affirme qu'il y a des centaines de milliers de crimes et de délits qui sont commis chaque année par des étrangers, et sans doute autant, bien que ça n'apparaisse pas dans les statistiques, par des doubles nationaux qui manifestent ainsi
qu'ils ne se sont pas intégrés à la société française, qui n'en respecte pas les règles. Alors je ne demande pas du tout qu'on applique cette déchéance à quelqu'un qui simplement aura laissé sa voiture en dépassement du temps de stationnement ou qui aurait commis une infraction mineure. Mais il y a des multirécidivistes qui commettent des agressions, des vols, des cambriolages, des agressions physiques contre les personnes, à qui il faudrait viols, également supprimer cette double nationalité. Je suis partisan du fait qu'on leur supprime la nationalité française et afin de les expulser dans leur pays d'origine, dont ils ont conservé la nationalité, et éventuellement dans le cadre de conventions de transfèrement pénitentiaire afin qu'ils y accomplissent leur peine. Je crois que ce serait beaucoup plus dissuasif. Et si François Hollande ouvre cette boîte de Pandore, on peut aller jusqu'à tout ce que vous pourriez ou avez proposé, suppression du droit du sol, suppression et interdiction de la binationalité, ça serait des solutions, mais ils ne risqueraient pas d'entrer dans ce cycle infernal. Nous ne sommes pas les ennemis des binationaux, en ce sens qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de binationaux qui le sont en quelque sorte malgré eux, parce que leur état d'origine n'admet pas qu'ils puissent abandonner leur nationalité. C'est le cas par exemple du Maroc, je crois. Bon, mais nous leur demandons quand même une option. Et ça me paraît assez naturel si on demande à acquérir la nationalité française que l'on renonce à non pas à ses souvenirs de famille, non pas aux attachements pour la terre d'origine, bien sûr, mais que l'on renonce à une allégeance politique envers un autre État que celui qui protège la nation française. Bon. Donc nous demanderions aux doubles nationaux, indépendamment de toute condamnation pénale, une option de nationalité. Et d'autre part, c'est vrai, nous modifierions le droit du sol. La présence sur le sol peut contribuer à créer des droits. Bien évidemment, notre théorie est extrêmement simple, elle est extrêmement claire, elle est extrêmement saine. Quand on est né, on est peut-être plus emmené à demander la nationalité après. Nous disons la nationalité française, c'est rite ou se mérite. C'est rite si on a des parents français. Bon, se mérite, si on n'est pas né français, eh bien, on le demande, mais à l'appui de cette demande, il faut fournir des éléments. Quels peuvent être ces éléments ? Y être né ? La naissance sur le territoire français, y avoir résidé un certain temps, et y avoir travaillé un certain temps, s'être marié avec un Français, une Française, y élever des enfants, etc. Ces éléments ne sont pas négligeables. Je n'ai jamais prétendu personnellement qu'on ne devait en aucun cas en tenir compte. Et je ne crois pas que cela ait jamais été la doctrine du Front National. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'ils viennent à l'appui d'un dossier de naturalisation, c'est-à-dire d'une demande traduisant une démarche volontaire de celui qui veut s'intégrer à la communauté nationale. Alors ils sont ceux qu'on disait français non par le sang reçu mais par le sang versé. 5 légionnaires ont péri en Savoie dans une avalanche. Ils étaient en exercice d'alpinisme, enfin de ski, exercice de montagne. C'est un drame pour l'armée, c'est la conséquence de... Oui, bien sûr, c'est un drame, mais ça n'était pas des chasseurs alpins. Hein, des légionnaires. Polyvalents. Oui. C'est un drame qui nous rappelle que ceux qui nous défendent doivent s'entraîner et qu'ils s'entraînent dans des conditions parfois extrêmement difficiles et que ces conditions comportent des risques et des risques graves. Et que là encore, enfin, nous ne sommes pas dans un monde d'apparence exempt de tout risque, même si j'ose dire en temps de paix, où j'exprime évidemment ma sympathie et ma compassion aux familles de ces malheureux soldats. Le Front National se résout à revoir son programme économique. C'est le titre aujourd'hui dans Le Figaro d'une longue page sur la thématique. Vous allez vous retrouver en séminaire avec les membres du bureau politique du Front National dont vous êtes, les parlementaires dont vous êtes aussi. C'est quoi ? C'est un légitime travail d'introspection ? Il faut revoir ce programme économique, revoir le discours. Quel est votre objectif et qu'attendez-vous de ce séminaire ? Alors, je crois que le titre de cet article que je n'ai pas encore lu n'est pas tout à fait exact, parce que le programme du Front National, il est fixé normalement par le Congrès. Or, moi, j'ai vu différents programmes du Front National au cours de ma vie. Tous les 6-7 ans, il y avait une refonte du programme qui
ne portait pas d'ailleurs atteinte aux fondamentaux, mais qui tenait compte des évolutions de la société, de notre action, voilà, nos critiques, nos propositions, et qui les affinait et les améliorait. Il n'y en a pas eu depuis longtemps. 2001, je crois, était oui, dit... quelque chose comme ça. Les deux derniers congrès, celui de la succession de Jean-Marie Le Pen et le dernier congrès, pour des raisons pratiques, n'ont pas été des congrès programmatiques, et je le regrette personnellement, je l'ai exprimé. Bon, donc ce qu'on appelle le programme du Front National, ce sont en fait des propositions qui ont été faites au moment de la campagne présidentielle de 2012. Donc ce n'est pas véritablement le programme du Front National, c'est le programme de la candidate Marine Le Pen à la présidence de la République, qui n'est pas le programme de la formation politique. La candidature à la présidence de la République, c'est une candidature qui est hors parti, même si bien sûr les partis la soutiennent. Je dois dire que j'ai trouvé que sur le plan économique et financier, ces propositions pouvaient donner à penser que nous étions devenus exagérément fiscalistes, alors que pendant des années, nous avons mené la bataille contre la bureaucratie qui paralyse et contre l'excès de fiscalisme qui spolie. Ces deux facteurs expliquant la démotivation des acteurs économiques et expliquant aujourd'hui, exactement, et expliquant aujourd'hui l'émigration, je dis bien l'émigration et non plus l'immigration, d'une partie des jeunes Français parmi les plus qualifiés, les plus entreprenants, qui préfèrent tenter leur chance à Londres ou à San Francisco ou ailleurs dans le monde, plutôt qu'en France, parce qu'ils savent qu'en France, ils rencontreront toutes sortes d'obstacles. Alors, qu'est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui ? Alors, il faut, à mon avis, se pencher très sérieusement sur ces questions, il faut chiffrer nos propositions, et il faut revenir à un programme d'économie, bien sûr, qui permette une décrue des taux de fiscalité qui sont beaucoup trop lourds dans notre pays. Et il faut dire sur quoi nous ferons des économies. Nous avons nos idées. Rien que la préférence nationale réalise d'ailleurs une économie assez considérable. Pendant des années, vous avez parlé d'immigration. Excusez-moi, mais ce n'est pas à vos yeux secondaire, ces questions économiques ? Non, je crois que c'est très important quand même. C'est très important parce que ça conditionne la prospérité du pays, sa stabilité, la possibilité de financer les services publics, de financer ce que j'appelle de mes voeux une véritable politique familiale, précisément d'accueil de la vie, pour remédier aux problèmes démographiques que nous subissons, que vous évoquiez tout à l'heure. Alors je crois qu'il faut se pencher là-dessus et il faut que nous soyons plus audibles sur ces questions. Nous n'avons pas renoncé du tout, je crois, à défendre, et je le fais moi-même régulièrement dans cette enceinte, les créateurs d'entreprises, les artisans, les commerçants, et même les salariés d'ailleurs, les professions libérales, tous ceux qui risquent, qui entreprennent, etc., souvent de façon très courageuse et qui en sont très peu récompensés par la société, matériellement ou moralement. Nous les défendons, bec et ongle, mais il faut que ce soit davantage audible. C'est ce que disait Louis Alliot, vice-président du mouvement, qui est un petit peu, je crois, l'instigateur de ce séminaire. Ils ne comprennent pas, en tout cas c'est le retour des campagnes régionales, ils ne comprennent pas bien les positions économiques que vous pouvez mettre en avant. Il y a un problème de communication, c'est certain. Donc c'est ce que vous attendez ? C'est assez normal. Hein, c'est assez normal que dans cette année, qui n'est pas une année électorale, mais qui préparera l'échéance très importante de 2017, nous ayons une réflexion sur notre communication et que nous affinions nos propositions en fonction de la situation actuelle. On se retrouvera très certainement après ce séminaire. Vous avez, je crois, une galette des rois bientôt, dimanche, il me semble. Oui, à Onzain, dans le Loir-et-Cher, pas très loin de Blois. Voilà. Je m'en réjouis. Au laïcard qui voudrait vous interdire de manger la galette des rois, belle fête populaire. Oui, je crois même que j'irai à la chapelle de Versailles pour écouter le magnifique requiem de Cherubini pour la reine martyre Marie-Antoinette. À bientôt.